Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur. Ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Cette vidéo se veut le recueil de quelques éléments sélectionnés de l'ouvrage édité par la SDHA, Société Drancéenne d'Histoire et d'Archéologie, rédigé par le père Ligibel. Veuillez vous procurer l'ouvrage initial pour consulter les documents originaux. L'idée de la division de la France en départements date de 1787. Les assemblées départementales élisaient des assemblées provinciales, et les assemblées provinciales élisaient l'Assemblée nationale. Malgré cette tentative et une deuxième assemblée de notables en 1788, Louis XVI avait dû se résoudre à convoquer les États généraux pour le 5 mai 1789. De février à mai 1789, en même temps qu'il procédait aux élections, les électeurs de chaque ordre, clergé, noblesse, tiers-état, rédigeaient selon le même modèle. Que devient alors cette classe très nombreuse de particuliers des environs de Paris, qui sans un pouce de terre ont une ou deux vaches, n'ayant d'autres moyens pour les nourrir les 3/4 de l'année que de les mener pâturer dans les chemins et les voiries? Les Drancéens ont dû subir ces enlèvements de gazon car le parc du château de Drancy a été réaménagé à l'anglaise au XVIIIe siècle et l'élevage local en a sûrement été affecté. La production agricole est encore entravée par les difficultés liées à la répartition des terres entre les différents ordres de la société. Nous ne pouvons pas établir d'estimation de la superficie des propriétés foncières cléricales, nobles et roturières pour Drancy, mais chacune est attestée dans le cahier du tiers-état, photo 206. Les laboureurs drancéens se plaignent de l'inconstance du clergé. Lors de la nomination d'un ecclésiastique, tous les baux ou locations consentis par son prédécesseur sont remis en cause. Aucune sécurité, aucune stabilité pour le cultivateur. Les impositions et les charges. Le tiers-état drancéen dresse un inventaire bien triste de ses charges. Les impôts dus au roi d'abord, dont les augmentations au cours des siècles se sont cachées sous des noms différents, photo 208, 209, 210, 211. Les drancéens demandent le regroupement de tous ces impôts en un seul, fixé une fois pour toutes et invariable. Mais ce qu'ils demandent surtout, c'est sa répartition équitable, sans distinction de rang et de personne, car la noblesse et le clergé bénéficiaient de très nombreuses exemptions et indemnités pécuniaires, photo 212. Le roi n'est pas le seul responsable des charges du tiers-état. La dîme pèse aussi très lourd. À l'origine, la dîme indemnise le clergé, mais en 1789, à la suite de mutations complexes, il n'est pas rare de voir les dîmes perçues par des laïcs. Les Drancéens s'insurgent donc contre cette contribution supplémentaire et demandent au roi de racheter définitivement ces dîmes, photo 213. Ce qu'ils veulent, c'est payer une dernière fois une somme qui les libère totalement de cet impôt à l'avenir. Ils sont hélas conscients de la difficulté que cela présente et ils demandent au roi, à défaut de rachat, l'uniformisation de toutes les dîmes dans le royaume, photo 214. Après les impôts et la dîme, il reste tous les droits féodaux qui dérivent, plus ou moins, de la possession, même ancienne, de la terre par le seigneur. Le seigneur est, de droit, copropriétaire de la terre du paysan. Les Drancéens sont amers et révoltés devant ces charges accablantes. La copropriété des seigneurs est représentée sous 100 dénominations différentes: cens, surcens, chef-cens, relief, rachat, lot et vente, champart, banalité, etc. Pour donner une idée de la misère où les institutions féodales ont réduit les laboureurs et les habitants des campagnes, il ne faut que considérer le nombre des copropriétaires qui viennent partager le fruit de leurs travaux. À peine ont-ils vendangé leurs vignes ou moissonné leurs champs que le bailleur, le seigneur de fief, le seigneur suzerain, le décimateur, le pasteur, etc., réclament leur partage dans la récolte. Viennent ensuite les collecteurs de droits royaux exiger la taille, l'industrie, la capitation, les vingtièmes, sans compter les rabais, la gabelle, les aides, etc. De toutes ces levées successives faites sur le produit des sueurs de l'infortuné cultivateur, il résulte que de 12 gerbes que son industrie a fait naître, il ne lui en reste qu'une pour sa subsistance. Les impôts royaux vers 1789. Leur nom. Sur quoi ils portent? En quoi ils consistent? Qui les paye? Impôts directs.
La taille personnelle. Sur tous les biens. Paiement en espèces, clergé et noblesse sont exemptés. Les non privilégiés seulement. La taille réelle. Sur les biens fonciers. Paiement en espèces. Les non privilégiés seulement. La capitation, depuis 1701. Sur les revenus. Paiement en espèces. L'ensemble des sujets mais les exemptions sont très nombreuses. Le 20e, depuis 1749. Sur les revenus. Paiement en espèces. L'ensemble des sujets mais les exemptions sont très nombreuses. Impôt indirect. La gabelle. Sur la vente du sel. Taxe en espèces. L'ensemble des sujets mais il existe des différences entre les régions. Les aides. Sur certains produits, exemple, boissons. Taxe en espèces. L'ensemble des sujets mais il existe des différences entre les régions. Les traites. Sur les transports des marchandises, douanes intérieures. Taxe en espèces. L'ensemble des sujets mais il existe des différences entre les régions. Note remarque générale tirée du texte. Le clergé et la noblesse sont exemptés de la plupart des impôts directs, notamment la taille. La capitation et le 20e, théoriquement plus universel, comportent néanmoins de très nombreuses exemptions. Les impôts indirects, gabelle, aides, traites, touchent en principe tout le monde, mais avec des variations régionales importantes. Ce fut au cours des États généraux que, le 17 juin 1789, le tiers-État se déclara en Assemblée constituante, bientôt rejoint par le corps du clergé puis par celui de la noblesse. Cette Assemblée constituante, instaurée de fait, reprit entre autres initiatives celle de la division de la France en municipalités et en départements. Ces divisions administratives existent encore aujourd'hui avec quelques modifications toutefois, notamment dans la région parisienne, photo 219, 220, 221, 222. La date de la création à Drancy de la nouvelle municipalité n'a pas été conservée, le procès-verbal en a disparu, sans doute dans les mêmes circonstances que pour celui de la première assemblée municipale en 1787. La commercialisation des produits agricoles. Cette part de la récolte, si faible soit-elle, le paysan doit en vendre une partie pour faire face aux frais de culture et à la commercialisation des produits agricoles. Pour vendre, il faut transporter la marchandise et très vite. Même sur de très courtes distances, le paysan doit acquitter des droits de péage, photo 215. Les Drancéens demandent donc au roi de supprimer tous les péages qui sont nuisibles au commerce et à l'agriculture, et qui, en outre, sont injustes car les seigneurs continuent de les percevoir. Une fois rendu au marché avec ses produits, le cultivateur drancéen doit payer le droit de minage pour pouvoir installer son éventaire sur la place ou sous la halle. Le tiers-État de Drancy proteste contre cette taxe et en demande la suppression. Dans les marchés se tiennent dans les villes et les villages dont les halles n'étant point couvertes, le blé ne peut pas rester en sûreté à l'abri des injures de l'air, quand les laboureurs n'ont pas trouvé à le vendre. Les marchés de Paris, où les Drancéens pouvaient vendre au XVIIIe siècle. Quartier 10, marché Saint-Martin, et petit marché Saint-Nicolas-des-Champs. Quartier 11, marché au pain, et étape au vin. Quartier 13, marché de la Croix-Rouge, ou petit marché, et marché du cimetière Saint-Jean. Quartier 14, marché des Enfants Rouges, ou petit marché du Marais. Et évidemment, au quartier 2, l'apport Paris, photo 217. Les difficultés liées à la vente ne s'arrêtent pas là, car il faut mesurer les marchandises avec des mesures étalonnées par les services de l'intendant de Paris. Les cultivateurs placent donc dans le cahier de doléances leurs revendications sur l'étalonnage, demandant qu'il se fasse sur place, dans les fermes, et à bas prix, car le déplacement annuel obligatoire à Paris pour leur contrôle est une perte de temps et une grosse dépense. Ils contestent d'ailleurs les mesures elles-mêmes et préconisent la vente des blés au poids. Comment empêcher les fraudes, les difficultés entre le vendeur et l'acheteur puisque personne n'ignore qu'il y a autant de mesures différentes qu'il y a de villes, peut-être même de paroisses, dans l'une le boisseau pèse 20 livres, dans l'autre 30 livres, dans celle-ci on mesurera, dans celle-là le grain sous bord, plus loin au comble. D'après ce document, Drancy paraît donc, à la fin du XVIIIe siècle, déchiré entre un monde de contraintes féodales archaïques et une volonté très consciente de progrès économique, clôture des propriétés, prairies, etc. Ce document appelle cependant certaines réserves. En particulier, il n'est pas sûr que le cahier exprime l'opinion de tous les Drancéens, y compris les non-propriétaires. La suppression de l'interdiction de chlore ne leur serait guère profitable.
Ils utilisent en effet les terres communales ou les friches temporaires des autres propriétaires pour faire paître leurs bêtes. Que devient alors cette classe très nombreuse de particuliers des environs de Paris, qui sans un pouce de terre ont une ou deux vaches, n'ayant d'autres moyens pour les nourrir les 3/4 de l'année que de les mener pâturer dans les chemins et les voiries. Les Drancéens ont dû subir ces enlèvements de gazon car le parc du château de Drancy a été réaménagé à l'anglaise au XVIIIe siècle et l'élevage local en a sûrement été affecté. La production agricole est encore entravée par les difficultés liées à la répartition des terres entre les différents ordres de la société. Nous ne pouvons pas établir d'estimation de la superficie des propriétés foncières cléricales, nobles et roturières pour Drancy, mais chacune est attestée dans le cahier du tiers-état, photo 206. Les laboureurs drancéens se plaignent de l'inconstance du clergé. Lors de la nomination d'un ecclésiastique, tous les baux ou locations consentis par son prédécesseur sont remis en cause. Aucune sécurité, aucune stabilité pour le cultivateur, photo 207. Cela empêche le fermier de faire sur ses terres des dépenses qui doubleraient le fonds et le revenu. Là encore la production en pâtit et les Drancéens demandent dans leur cahier que le roi soit supplié d'obliger les abbés nouvellement pourvus de bénéfices de tenir les baux et engagements faits par leurs prédécesseurs. Si l'ecclésiastique persiste, qu'il soit au moins tenu de verser, comme un acquéreur laïque, une indemnité de 3 années aux fermiers. Les propriétés paysannes elles-mêmes ne sont pas bien réparties, ce qui occasionne une baisse de rendement. Les parcelles d'une ferme sont souvent éparpillées et ce morcellement pousse les paysans à faire des dépenses pour opérer à l'amiable un droit d'échange, qui n'est alors frappé d'aucun des multiples impôts et droits qu'ils doivent acquitter et contre lesquels ils élèvent de vives protestations dans leur cahier de doléances, photo 210. Il leur est pareillement défendu d'aller dans leur blé, seigle, orge, avoine, sainfoin, luzerne, vignes et légumes, cueillir et arracher les chardons pendant la ponte des perdrix, sous peine d'amende et d'y aller travailler depuis le 1er avril qui est le temps des dites pontes des perdrix. La chasse, privilège royal ou nobiliaire, ne facilite donc pas le travail des champs et les Drancéens souhaitent fort la disparition des capitaineries. Un autre point. Pour avoir de beaux jardins à la mode anglaise, c'est-à-dire avec de vastes pelouses, leurs propriétaires font enlever le gazon des chemins publics pour le replanter chez eux. Les droits féodaux vers 1789. Leur nom. Sur quoi ils portent. En quoi ils consistent. Qui les paye. Corvée. Ils pèsent sur la personne du paysan de la seigneurie. Services ou travaux divers effectués gratuitement. Les habitants de la seigneurie. Sens. Ils pèsent sur le produit du travail des paysans de la seigneurie. Paiement en espèces. Les paysans propriétaires, à l'origine le seigneur était propriétaire de toutes les terres de la seigneurie. Champart. Il pèse sur le produit du travail des paysans de la seigneurie. Paiement en nature, une part de la récolte. Les paysans de la seigneurie. Lot et vente. Sur la vente d'une terre. Paiement en espèces. À Drancy les paysans propriétaires paient aussi cette taxe. Minage et péage. Sur l'utilisation d'un marché, d'une halle, d'une route, d'un pont, etc. Paiement en espèces. Tous les utilisateurs. Banalité, four, moulin, pressoir. Utilisation obligatoire et payante des installations du seigneur. Paiement en espèces ou en nature. Tous les utilisateurs. Ce tableau complète très bien le précédent sur les impôts royaux et illustre les principales charges féodales dénoncées dans les cahiers de doléances, dont celui de Drancy. Les Drancéens, comme beaucoup de paroisses, réclamaient la suppression ou le rachat de ces droits, perçus comme archaïques et écrasantes. Les premiers maires de Drancy. Les premiers maires de Drancy furent les nommés Muard et Giroux. À l'époque de la Révolution et de l'Empire, on trouve encore comme maire de Drancy Paul-Joseph Gauthier en l'an V, Debouge en l'an X, Eustache-Antoine Richard, la tradition des états généraux, des cahiers de doléances, c'est-à-dire de plaintes. Ces cahiers étaient adressés au roi pour l'informer des tourments et des vœux de ses sujets. Le « cahier des doléances de la paroisse de Drancy » a été conservé et constitue un précieux témoignage sur Drancy en 1789, photo 203. C'est dans le cadre de la paroisse que les cahiers de doléances ont été rédigés par le tiers-état, c'est-à-dire par tous les Français âgés de plus de 25 ans et inscrits au rôle des impositions, qui ne faisaient partie ni du clergé, ni de la noblesse. État des biens de la terre de Drancy avec les redevances. La commercialisation des produits agricoles. Cette part de la récolte, si faible soit-elle, le paysan doit en vendre une partie pour faire face aux frais de culture et à la commercialisation des produits agricoles. Cette commercialisation préoccupe les Drancéens. Pour vendre, il faut transporter la marchandise et très vite. Même sur de très courtes distances, le paysan doit acquitter des droits de péage, photo 215.
Les Drancéens demandent donc au roi de supprimer tous les péages qui sont nuisibles au commerce et à l'agriculture, et qui, en outre, sont injustes car les seigneurs continuent de les percevoir.